en 2008, j'apprends la chute de la Camif. Et au fond, je me dis, là, il y a une opportunité incroyable pour réinventer ce modèle et le ressusciter. Et quand la mission est claire, alors elle éclaire chacun dans ses décisions au quotidien. Qui sont les mieux placés pour exécuter la mission au mieux et pour réinventer les pratiques au mieux? C'est les collaborateurs eux-mêmes. Bonjour Emery. Bonjour Nelly. Comment vas-tu? Très bien. Est-ce que tu as ton ticket? Évidemment. Allez, je t'en prie. Rejoins le wagon du roller coaster. Est-ce que tu es quelqu'un qui aime justement les roller coasters? J'aime la vie. Ouais. Et la vie, c'est un roller coaster permanent, donc bien sûr que j'aime la vie et donc j'aime les roller coasters. J'en ai pas fait beaucoup. Je crois que celui qui m'a le plus fait flipper, c'est pas vraiment un roller coaster, mais je sais plus exactement comment ça s'appelle. Tu montes en haut d'une grue et puis ensuite on te lâche et là tu tombes dans le vide. J'ai fait ça avec ma fille parce qu'elle voulait absolument m'entraîner et je crois que je le referai plus jamais de ma vie. Et donc là, moi j'ai reçu ton dessin. C'est un peu particulier parce que tu ne l'as pas fait sur une feuille. Non, en fait, j'ai dans ma cuisine un grand radiateur sur lequel on a collé un truc pour écrire parce que on aime tous pouvoir écrire des choses pendant qu'on dîne ou qu'on déjeune. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, c'est sur ça que j'ai envie de le faire parce que c'est là où j'ai le plus l'habitude d'écrire et de dessiner, même si tu vois, mes talents de dessinateur ne sont pas extraordinaires. Et c'est comme ça que, sans lire aucune des consignes que vous m'avez envoyées, ce truc se retrouve en format vertical dans un grand écran large. Et finalement, c'est quand tu l'as fait, est-ce que ça t'a évoqué des souvenirs? Écoute, d'abord, merci, parce que je crois que j'avais jamais pris le temps de redessiner ma vie et mon parcours de vie. Et cette ligne de vie, elle est super intéressante quand tu te la remémores, parce que tu te rends compte qu'il y a des points qui sont des points clés, et qu'en particulier, les points clés, c'est souvent des crises. Ah, donc les crises sont source d'opportunités. En chinois, c'est l'idéogramme danger et opportunité. Et moi, je suis un grand optimiste. Et donc, dans chaque crise, je vois que des opportunités. Allez, on y va, t'es prêt? On embarque. On commence par le démarrage. Une petite racine, maman, papa. Oui, j'ai deux petites racines. Et j'ai donc la chance d'avoir deux cerveaux, un droit et un gauche. Et le droit, il est créatif. Il vient de ma maman, qui est une artiste. Et puis le gauche, il est plus rationnel, analytique. Et c'était plus mon père, qui était aussi assez entrepreneur, qui était un businessman, qui était directeur général de Pernod Ricard. Et c'est d'ailleurs grâce à lui que je quitte Paris pour faire mon service militaire, non pas dans l'armée, mais chez Orangina, à New York. Et donc, j'ai fait 18 mois à New York où j'étais vendeur d'Orangina. J'ai adoré, j'ai vraiment découvert le métier de la vente. J'ai vu qu'on ne vendait pas du tout pareil à un Coréen ou à un Italien. Et je fais tous les petits délits. J'ai découvert Manhattan, le Queens, Brooklyn, grâce à ça. Et surtout, j'ai découvert mon futur business parce que j'avais fait HEC. Je voulais absolument monter ma boîte. C'était hors de question de rentrer dans le groupe Pernod Ricard ou ailleurs. Et j'avais envie de liberté et je pense que l'envie d'entreprendre, c'est aussi ça, de prendre sa vie en main, entreprendre. Et du coup, là-bas, je voyais tous les jours des camions 100 Mattress qui circulaient dans les rues de New York, des pubs à la télé ou des pubs sur les grands... Je me dis, c'est quand même incroyable, ils peuvent acheter des matelas par téléphone et se faire livrer un peu comme des pizzas leurs matelas. Et donc, je trouve que cette idée était intéressante. Donc c'était un petit peu l'export de l'idée. Et là, oui, le saut dans le vide. Donc c'est pour cela, il y a un grand tremplin. Tu vois, je suis en train de sauter dans l'eau sans savoir nager, évidemment, parce que quand tu as 23 ans que tu démarres ta boîte, tu ne sais absolument rien faire. Mais tu apprends vite à nager, par contre. Et donc là, je rebondis sur Matelsum, qui est le premier site de vente en ligne de literie que je lance en 95. Et voilà. Et avec beaucoup d'envie de révolutionner ce marché. Et puis très vite, je me prends ma première crise dans la figure, puisque 2 mois après la création de l'entreprise, j'ai les grandes grèves de novembre-décembre 95 et qui ont totalement paralysé le pays. C'était pour les retraites, l'éternel sujet. Et donc Paris était totalement bloqué, on ne pouvait plus livrer, on ne recevait plus rien par la poste, il n'y avait plus aucun métro qui circulait. J'étais vraiment à court de trésorerie et là,
Là, la première révélation, c'est qu'il y a des opportunités dans ces crises. Donc, je remercie toujours la CGT parce que grâce à eux, j'ai pu acheter plein de panneaux dans le métro, 1000 panneaux dans le métro. Et c'est la petite affiche, changer de matelas n'est plus un cauchemar. Et à un prix complètement dérisoire parce qu'il n'y avait plus aucun métro qui circulait. Puis j'ai eu de la chance, parce qu'il y a aussi ça, que les métros repartent en janvier 96. Et on s'est payé une campagne qui restait 10 ans dans le métro parce que c'était un super support. Donc, ça a fait beaucoup connaître Mattelsom à Paris. C'est ça qui nous a lancés. Et donc, finalement, tu vois, la crise a été une très belle opportunité pour nous. Et puis après, deuxième crise, la bulle Internet, mais ça rien du tout. Et ça a été l'opportunité de racheter des sites qui vendaient du meuble, de développer une agence web, de développer Mattelsom également en Angleterre. 3 échecs. D'où la poubelle. Donc oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ça allait très vite. Ouais, ça allait très vite. Mais bon, au bout de 5 ans, en Angleterre, ça ne marchait pas. Sur le meuble, je n'arrivais pas à vendre parce qu'il fallait optimiser. Tu vois, il n'y avait pas le haut débit à l'époque. Donc, il fallait optimiser la taille de toutes les petites images pour que ça s'affiche vite. Mais bon, tu ne faisais pas passer un coup de cœur sur toute petite image sur Internet. Ce n'était pas évident. Et on était trop tôt. Et là, tu t'as senti que tu étais en avance sur le sujet. Oui. Je me souviens qu'en 2005, j'avais un congrès des fabricants d'ameublement français leur congrès, c'était est-ce qu'on peut vendre du meuble, est-ce qu'on pourra vendre du meuble sur Internet. Nous, ça faisait juste 10 ans qu'on faisait ça. Mais et donc, j'ai été trop tôt. Et parfois, quand tu es trop tôt, c'est trop tôt. Donc, ça ne marche pas. Voilà. Et finalement, ces 2 échecs m'ont mis sur la voie de ce qui a été mon tournant entrepreneurial avec la relance de Camif. En 2008, j'apprends la chute de la Camif. La Camif, c'était une coopérative qui avait été créée en 1947 par des instituteurs qui s'étaient regroupés après-guerre pour se rééquiper. 3e VPCiste en France, qui s'est développé sur le modèle, donc la vente par le gros catalogue papier que beaucoup d'entre nous ont connu. Et cette boîte fait faillite. Et je me dis, mais comment cette boîte peut faire faillite? Elle a un tel attachement de ses clients qui sont des sociétaires, donc actionnaires, et qui sont les fondateurs de la boîte, et qui sont attachés, puis il y a des valeurs qui sont fortes. Et au fond, je me dis, là, il y a une opportunité incroyable pour réinventer ce modèle et le ressusciter. Donc voilà, d'où la croix. J'ai ressuscité Camif en la relançant en 2009. Donc tu la rachètes, c'est ça? Je rachète au tribunal de commerce. Oui. Et j'ai mis une photo de ma femme parce qu'elle est déterminante dans le projet entrepreneurial. Sans ma femme, je n'aurais juste rien fait. Il n'y a pas de succès d'entrepreneur sans un conjoint qui est toujours là derrière et qui te suit et qui te fait confiance et qui croit en toi. Et donc, je l'ai embarqué dans l'aventure parce que là... un soir, c'était un dimanche matin parce que j'avais raté mon train justement de Niort. J'avais discuté avec le préfet. J'ai compris très vite que la seule chance d'avoir le dossier Camif, ce serait de venir m'installer à Niort, de déménager ma boîte, etc. Mais ça, on n'en avait pas parlé ensemble. Donc le dimanche matin, j'ai dit, chérie, on va déménager à Niort. Et elle a dit, elle n'a pas sourcillé. Donc j'ai fait le pari de l'amour, tu vois, et ça a marché. Et grâce à Armel, que je remercie à chaque fois que je prends la parole, eh bien, on a bougé à Niort et ça a été le début d'une aventure juste incroyable. Alors pour les enfants, ils étaient très contents. Ils pensaient qu'on partait à New York, mais c'était pas New York, c'était Niort. New York. Et finalement, quand tu te retrouves à racheter cette société à la barre du tribunal, finalement, quand on rachète une boîte de cette envergure, comment tu anticipes justement de savoir ce qu'il y a derrière la façade finalement de la Camif? On n'anticipe pas grand-chose. On a surtout une très grosse envie et une conviction profonde. Et ma conviction, c'est qu'il y avait la place pour un modèle alternatif à la grande distribution qui a été cherché toujours plus loin, moins cher ailleurs. Et moi, j'ai dit, on va faire le pari inverse, miser sur la qualité, sur le local, sur le durable. Donc, on a fait dès 2009, joué la carte du Made in France, si tu veux. On a aujourd'hui 125 fabricants français qui représentent les 3/4 de notre chiffre d'affaires. Et le Made in France, c'était complètement ringard à l'époque. Mais j'avais vraiment cette conviction que, oui, il n'y avait pas encore eu le slip français, oui, il n'y avait pas eu encore le ministre qui portait la marinière, mais c'était une évidence pour moi qu'à partir du moment où tu as encore des fabricants en France, il vaut bien mieux privilégier une consommation locale, faire moins de kilomètres au produit, privilégier les emplois en France. C'est que j'avais le sentiment que, à la fois chez les clients historiques de la Camif et puis surtout sur les nouveaux et futurs clients, c'est quelque chose qui parlerait à un moment donné. Donc ça, c'était ma conviction. Et puis, après, quand tu te lances là-dedans, évidemment, heureusement que tu ne sais pas tous les obstacles que tu vas traverser. Sinon, tu ne le fais jamais, tu n'entreprends pas. Donc, il faut absolument oser. Et puis,
un moment donné, tu te fais confiance, tu fais confiance à ton intuition. Ça, je pense que c'est extrêmement important. Tu t'écoutes, tu écoutes ta conviction profonde, et là, tu y vas et tu te jettes à l'eau, comme j'avais fait quand j'étais rentré de New York. Là, je me suis jeté à l'eau du marais Poitevin. Et donc, ce parti pris qu'on prend avec une proposition de valeur très différente, beaucoup de transparence, on redonne le pouvoir au consommateur d'utiliser son pouvoir d'achat pour favoriser l'économie locale en lui permettant de choisir ses produits en fonction du lieu de fabrication, par exemple. Ça, c'est des choses qui étaient dès le départ. Mais évidemment, on a tout refait et on a tout changé en même temps. Ce qu'il faut jamais faire dans une entreprise. Oui, d'accord. Donc la culture de l'entreprise. Alors, on a changé tous les systèmes d'information, l'organisation, le modèle économique, la logistique, la relation client. Tout a été changé. Et en fait, le plus long et le plus dur, ça a été de changer la culture. Et effectivement, au bout d'un an, j'avais repris des anciens de la Camif, qui avaient 20 ans de culture assez pyramidale. C'était une grosse boîte. Moi, ça m'avait un peu choqué quand j'avais été à New York pour la première fois, visiter les locaux. C'était 100 000 mètres carrés de bâtiments, architecture un peu stalinienne, tu vois, le truc. Que des petits bureaux cloisonnés avec de la moquette au mur, des grands couloirs sombres, et puis une tour avec, dans les étages supérieurs, la direction, puis il fallait un code pour monter dans l'ascenseur. Donc j'avais assez vite capté que la boîte n'avait pas une énorme agilité. Donc nous, on se réinstalle dans le grand magasin Camif de New York, qui était un open space, il n'y avait pas de cloison du tout. Assez naïvement, je pensais que l'organisation en mode projet, structure plate, tout le monde à fond, culture entrepreneuriale que moi j'apportais, emporterait une nouvelle culture d'entreprise. Et puis j'étais très naïf en fait. Parce qu'un an et demi plus tard, il venait toujours me voir en disant « Mais tu sais, Imri, à la Camif, on faisait comme ça ». Et je disais, mais ça ne m'intéresse pas tellement comment vous faisiez avant, parce qu'en fait, il faut tout revoir, il faut tout réinventer. Si vous faites ce que vous faisiez avant, on va se replanter. Donc, il est hors de question. Il faut réinventer nos modèles, réinventer nos pratiques. Et donc, là, je me suis dit, comment je vais faire pour changer la culture ? Et donc, j'ai fait appel à mon cerveau droit. Et du coup, là, j'ai fait venir une artiste dans l'entreprise qui s'appelle Anne-Laure Maison. C'est une jeune artiste française qui travaille dans l'univers de la maison. Donc, on était prédestinés pour travailler ensemble parce que Camif, c'est tout l'équipement de la maison. Et quand je lui ai dit, écoute, tu viens, je te propose de venir passer 3 mois à New York. Tu seras au milieu de l'open space avec nous. Tu fais ce que tu veux. Carte blanche. Mais moi, je crois que si on veut changer la culture, je crois beaucoup à l'importance de vivre ensemble des expériences collectives. D'accord. Et ça a été une expérience collective qu'on a vécue, qui était complètement décalée par rapport au projet, par rapport même au moment où on était, où tout le monde était sous l'eau, etc. Quand j'annonce à mon point du mardi, qui est un point qu'on fait tous les mardis où on réunit toute l'entreprise, que l'artiste va venir en résidence, passer 3 mois chez nous, ils me regardent tous avec des grands yeux, il est complètement fou, quoi. Et on a autre chose à faire, quoi. On n'aura pas de temps pour passer avec. Et donc quand elle arrive et qu'elle se présente, qu'elle présente son travail, l'accueil était plutôt froid. Et elle commence à présenter notamment une série de photoportraits qu'elle fait, une portrait d'une personne devant chez elle et une photo d'une pièce de la maison. Et on voit la ressemblance entre finalement la façon dont on est et la façon dont on décore son intérieur, etc. Et c'était assez beau. Et elle dit, comme le maître et son chien, quoi. Exactement. D'ailleurs, c'est un truc que j'ai depuis longtemps. Je veux absolument faire ce bouquin avec les photos des maîtres et de leurs chiens parce que c'est juste extraordinaire, la ressemblance. Et donc, elle dit, qui veut je propose de faire ça avec vous, qui est OK pour m'accueillir ce soir pour que je puisse venir faire ces portraits. Là, il n'y avait personne. Donc, avec Armel, on lève la main. Et d'où la photo où on se retrouve avec Anne-Laure qui fait une photo de nous devant la maison avec un tas de gravats. Et puis, la pièce, c'était le salon qui était en travaux parce que c'était aussi le chantier à la maison. Donc, on était assez bien coordonnés. Donc, et là, la photo se retrouve le lendemain sur les murs de l'entreprise. Tout le monde était mort de rire, évidemment. Et du coup, elle a obtenu que 1, puis 2, puis 3, puis tout le monde ait envie de faire son photoportrait. Et moi, ça m'a interrogé sur une chose. C'est au fond, quelle part d'intime on est prêt à partager avec ceux avec qui on passe pas mal de temps. Quand on est dans une entreprise, on peut y passer presque un tiers de sa vie, finalement. Et je crois qu'on ne changera pas l'entreprise si on délivre pas une partie de nous-mêmes, si on n'est pas vraiment nous-mêmes. Et si on arrive dans l'entreprise avec un masque ou un costume et qu'on ne parle pas à la vraie personne, on ne transformera pas l'entreprise. Et donc, moi, ça m'a beaucoup interpellé, ce sujet. Et puis, une des œuvres qui m'a le plus marqué quand Anne-Laure nous observait travailler,
Elle était assez choquée qu'on s'envoie des emails à longueur de journée, parce qu'on est sur Internet, donc on s'envoie quand même beaucoup d'emails. Et elle a eu l'idée géniale, dès qu'elle voyait quelqu'un qui se levait et qui allait parler à quelqu'un d'autre, de matérialiser ça au sol en scotchant de bandes roses pour relier les deux bureaux entre eux. Et progressivement, l'entreprise s'est tissée comme ça de plein de bandes roses au sol pour nous rappeler l'importance du lien, du vrai échange. Et ça a été une révélation pour moi, parce que je me suis dit finalement, mon rôle en tant que dirigeant, en tant que leader, et le rôle d'un manager, c'est de créer le maximum de liens, créer les conditions du lien et faire en sorte qu'il y ait davantage de liens entre les collaborateurs, entre l'entreprise et son territoire, entre l'entreprise et ses fournisseurs. Et c'est ça qui fait la résilience, c'est ça qui fait la robustesse d'une entreprise. Parce que la vraie richesse d'une entreprise, c'est justement cette capacité à créer du lien. Donc finalement, voilà, c'est grâce à de l'art, la créativité que tu as amené dans l'entreprise qui a permis complètement de désimbriquer en fait les croyances limitantes qu'il y avait finalement de cette hiérarchie. En fait, c'est casser la hiérarchie, essayer d'apporter une transversalité des équipes. C'est ce que vous avez réussi à faire finalement. C'est formidablement exprimé, Nelly, bravo. Je ne l'avais pas entendu comme ça, mais c'est exactement ça. Et en fait, du coup, ça nous a mis aussi sur la voie de plein de choses qu'on a faites derrière. Par exemple, on a lancé en 2014 un tour du Made in France, où on va à la rencontre des fabricants français. Là, on a une photo aussi où on est tous chez un fabricant de canapés dans le Nord, à Deville-en-Ferrain. Et on passe une journée complète à découvrir les savoir-faire, découvrir les métiers qui se cachent derrière les produits qu'on vend. Donc, et on invite nos clients et nos collaborateurs. Donc ça fait des journées qui sont extrêmement riches. On ressort avec beaucoup d'énergie positive. Et on mobilise l'intelligence du cœur, l'intelligence des cœurs, l'intelligence collective, parce que l'après-midi, on fait travailler des ouvriers, des clients, des collaborateurs ensemble, ce qu'ils font jamais normalement. Et ça donne des choses très belles, des rencontres qui sont belles, mais aussi des idées qui sont très originales et qu'ensuite on peut explorer et qu'on peut même aller jusqu'à mettre sur le site cabif.fr des produits originaux qui sont nés de ce processus créatif qui est à l'essence même de réinventer une entreprise. Parce qu'on réinvente l'entreprise en réinventant nos pratiques, nos manières de faire, mais également notre offre produit, très concrètement. Alors ça a été... moi, ça m'a beaucoup nourri parce que je crois qu'il y a aussi une chose essentielle dans nos parcours de roller coaster, c'est de prendre du plaisir. Quand même. Et là, je peux te dire que ce Tour du Made in France, on l'a fait après que j'ai passé 18 mois à aller chercher des fonds parce que dans le bas du roller coaster, là, on avait en 2012-2013, on était un peu short en cash dans la vallée de la mort. Là. La fameuse, qui peut durer longtemps. Voilà, qui peut durer longtemps. Et j'ai passé beaucoup d'allers-retours Niort-Paris, Paris-Niort pour aller rencontrer des fonds qui disaient « Ah, bravo, ce que vous avez fait, c'est super, revenez nous voir plus tard quand vous serez rentable. » Bon, on n'était pas encore tout à fait rentable. J'avais beau leur dire, vous savez, le centre d'appel qu'on a mis à Niort, on a fait venir le leader français des centres d'appel et qui a ouvert un centre d'appel à Niort. Vous savez, si je l'avais mis à Madagascar, on serait rentable en fait. Pourquoi vous ne le faites pas, il me disait. Juste, c'est pas cohérent par rapport au projet, quoi. Ouais, parce c'est toujours que cette cohérence de c'était l'impact vraiment français. l'impact, oui, qui était au cœur. Moi, j'avais compris que si on mettait pas l'impact au cœur, on n'y arriverait pas. Et d'ailleurs, c'est par le modèle d'impact qu'on a mis en place en 2008-2009 qu'on a pu financer le projet. Parce que 2008, c'était aussi, il y avait eu la faillite de Cabif qui entraînait celle de Lehman Brothers et la crise financière mondiale. Ça, tout le monde le sait, c'est dans tous les cours de finance. Donc, il n'y avait plus aucun banquier pour financer des entreprises et encore moins des entrepreneurs avec des projets avec un fort risque d'exécution. Et si dans le contexte de 2008, on a quand même réussi à trouver des fonds, c'est parce qu'on a eu le soutien de tous les acteurs de la région, de la communauté d'agglo, qui ont compris que notre projet créait des emplois. Parce que moi, j'ai mis 6 mois pour faire venir le centre d'appel, faire venir un logisticien, déménager mon équipe et mon entreprise. Et donc, j'ai vraiment un engagement total pour le territoire. Ouais, c'est vraiment cette guerre de la contre-délocalisation et de dire non, on est français. Et ils ont été déterminants parce qu'ils ont garanti 95% de nos emprunts bancaires. S'ils ne l'avaient pas fait, j'aurais jamais levé des fonds, donc j'aurais même pas pu faire le projet. Donc en fait, le modèle d'impact, il était au cœur du projet de relance. Donc évidemment, en 2012-2013, quand ils me disent faites-le plus loin, non, c'est pas cohérent. Et donc, heureusement qu'on n'a pas trouvé en fait. Parce que ça nous a obligés à revoir et à se poser la question, est-ce qu'il y a en fait un fonds d'investissement sur Terre qui existe, qui valorise l'impact positif et qui croit, comme moi je croyais, que en fait, on peut réconcilier l'économie avec les enjeux sociaux ou environnementaux. Et donc, ça nous a forcé à chercher, et on a trouvé. On a trouvé Laurence Meignery et Pierre-Olivier Barren qui avaient créé Citizen Capital
en 2008 aussi, dans la crise, convaincus que la finance tourne pas rond. Et du coup, eux, leur modèle, leur théorie d'investissement ou leur thèse d'investissement, c'est que les entreprises qui auront le plus d'impact positif pour la société seront les plus performantes pour leurs actionnaires. Et donc, on a fait la preuve de ça avec Camif. Et donc, on a été une des premières participations de ce fonds à impact. Et c'était super parce qu'ils nous ont beaucoup challengés. Et c'est l'arrivée des entrepreneurs à impact et à vision long terme, finalement. Là où, depuis des années, on est sur le court terme et l'argent à très, très court terme. Exactement. Et en fait, ce sur quoi ils nous ont le plus challengés, parce qu'eux, ils nous ont permis, si tu veux, d'aller chercher des nouveaux clients, parce qu'il y avait aussi un enjeu de rajeunissement de la clientèle. Ils avaient 65 ans à peu près d'âge moyen, nos clients, donc on savait qu'à terme, il y avait un petit souci. Et ils nous ont surtout challengés sur quel impact positif on cherche à avoir. Et donc, ils nous ont obligés de prendre le temps de réfléchir à pourquoi on existait. Ça, c'est dur pour un entrepreneur de lui demander de prendre le temps. Oui, mais c'est fondamental. Et du coup, là, on a fait la rencontre avec des chercheurs de l'École des Mines. Donc, il y a un petit truc, parce qu'eux aussi, en 2008, pendant la crise financière, se sont dit, il y a un truc qui cloche dans le capitalisme. Et à force d'avoir mis le profit au-dessus de tout comme seul et unique objectif de l'entreprise, au point que le seul objet social même de la société, d'une entreprise, c'est le partage du profit entre actionnaires, on a été dans le mur. Donc, il faut réinventer, il faut redesigner le concept même d'entreprise. Et ce n'est pas complètement anodin que ce soit des ingénieurs qui aient participé à ce redesign de l'entreprise. Et ils ont touché deux choses essentielles, et c'est à la fois les statuts de l'entreprise, la table de la loi de l'entreprise, et également le mode de gouvernance, parce que si on laisse la main uniquement aux actionnaires, en fait, ils vont toujours prendre des décisions pour eux, selon leur intérêt propre, qui est souvent plus court terme et plus financier que l'intérêt de l'entreprise. Et donc, ce modèle nous a tout de suite paru hyper intéressant. Et eux, ils cherchaient des entreprises et des entrepreneurs qui étaient OK avec l'idée de l'expérimenter en vrai. Et donc, en 2013, avec Citizen Capital, avec ces chercheurs, on a fait ce chemin. Alors, ça a pris du temps, mais je crois aussi que le roller coaster, c'est pas toujours comme ça, tu vois. Il y a aussi besoin de ce temps long, de cette réflexion profonde, et c'est ce temps qu'on a pris pour réfléchir au fond, pourquoi l'entreprise a été créée et quelle vision on peut avoir pour quel impact positif, quelle contribution positive on cherche à avoir pour la société. Donc, on a mis 2 ans et demi pour formuler notre raison d'être qui tient en 2 phrases. Donc, ce n'est pas très efficace à la Camif, tu vois, mais c'est parce qu'on a interrogé largement l'ensemble des parties prenantes. Et pour oublier aucune, j'utilise l'acronyme de la Camif. Donc, on a interrogé des clients, des actionnaires, le monde qui entoure l'entreprise, donc son territoire, le I, l'intérieur de l'entreprise, et le F, les fournisseurs, avec cette question. Donc la Camif, c'est vraiment un ensemble. Oui, voilà. Mais une entreprise, c'est un collectif. Exactement. Et la question qu'on leur a posée, c'est pourquoi Camif existe ? À quoi on sert ? En quoi on peut être utile ? Le why. Et voilà, le why. Et fort de toute cette matière qu'on a collectée, de l'utilité que des clients, que des fournisseurs, que le territoire pouvait trouver au projet Camif, qu'elle soit économique, sociale, environnementale, sociétale, on a formulé notre raison d'être et nos 5 objectifs de mission qu'on a inscrits dans nos statuts en 2017. Et là, ça a été un tournant. Et ça a été un accélérateur. Donc là, à nouveau, le roller coaster, parce qu'on se dit, quand on inscrit dans notre mission faire de l'économie circulaire notre standard, ça nous oblige à revoir les 20 000 références du catalogue et à se poser la question de comment sont fabriqués ces produits. Wow. Comment on peut faire mieux avec moins ? Comment on peut utiliser davantage de composants issus du recyclage. Donc là, on lance un grand camifathon. Pendant 3 jours, on réunit des experts de l'économie circulaire, des designers, des fabricants, des consommateurs, des collaborateurs Camif, et on leur dit carte blanche, vous mettez ensemble pour trouver des idées de projets que nous, on va financer et qu'on va emmener jusqu'au stade de la production et qui feront l'objet de notre première campagne de pub télé. Et donc, ça a été incroyable parce qu'au bout de 3 jours, des gens qui ne s'étaient jamais rencontrés se sont mis ensemble pour pitcher des projets qui ont sorti plein de nouvelles collections, Camif Édition, voilà. Et c'est aussi un changement de métier parce qu'on est passé du métier historique de Camif, qui est un métier de distributeur, à un métier d'éditeur. On est encore en train de changer notre métier. Et c'est juste passionnant.
Et en fait, là, on sort par exemple trois projets qui sont intéressants. Il y a Timothée, il y a Samuel et Louison. Alors, Timothée, c'est le premier matelas entièrement fabriqué à partir de vieux matelas recyclés, qu'on a mis 4 ans à mettre au point, qui est issu du premier Camifaton de 2017 et dont on est super fiers parce que là, on a vraiment, ça incarne complètement ce que c'est que l'entreprise à mission. En fond, ça touche vraiment, c'est très concret, ça touche au cœur de l'activité, au cœur de l'offre. Et ce projet, ça a été un projet qui a pris du temps, qui a été de la coopération, qui a été donc vraiment ce qu'il faut pour faire de l'économie circulaire. Et il a créé une triple valeur pour nous, une valeur économique, une valeur sociale et une valeur environnementale. Une valeur économique parce qu'on a connu une autre crise, comme tout le monde, inflation, Ukraine, après Covid, et tout a flambé, les matières premières, sauf que notre matelas en mousse recyclée, lui, il n'a pas flambé, parce que le matelas recyclé, il y en a toujours autant. Par contre, la mousse qui est issue du pétrole, elle a pris 28%. Donc ça a protégé nos marges. Ça a créé une valeur sociale. Quand on fait une étude d'impact, on sait que quand on crée un emploi à Niort, c'est 10 emplois qu'on soutient partout en France. Et une valeur environnementale, puisqu'on a fait l'analyse de cycle de vie des produits, c'est 45% de CO2 en moins que le même matelas s'il était fabriqué de manière traditionnelle. Donc là, on a tout gagné, parce qu'on a réussi à réconcilier l'économie, le social et l'environnemental. Et c'est exactement ça l'entreprise à mission. Et finalement, c'est parce que tu donnes carte blanche à tes équipes, en quelque sorte, ça te permet vraiment une émulsion et une phosphorescence des idées. Enfin, on le voit, ça fait quelques fois où tu parles de carte blanche. Et on se rend compte que finalement, c'est en faisant confiance à tes collaborateurs que tu fais émerger des idées disruptives qui viennent casser les codes, finalement. Et ça, c'est possible parce qu'on a un cadre qu'on a défini collectivement, qu'on a co-construit, qui est celui de la mission. Donc, on sait pourquoi on est ensemble. Et quand la mission est claire, alors elle éclaire chacun dans ses décisions au quotidien, donc tu peux t'effacer. En termes de management, ça libère beaucoup, effectivement, le management, parce que tu peux t'effacer. Qui sont les mieux placés pour exécuter la mission au mieux et pour réinventer les pratiques au mieux? C'est les collaborateurs eux-mêmes. Donc oui, bien sûr, tu laisses faire. Et là, tu as des projets incroyables qui naissent. Par exemple, Louison, on a un premier housse de couette en lin fabriqué en France. C'est-à-dire que la graine, c'est de la graine de lin jusqu'au linge de lit. C'est-à-dire, oui, le lin, on est le premier producteur mondial. 98% de la production de lin est en France. Mais normalement, ça part en Chine pour être transformé, filé, etc. Et là, le peignage, le tissage, le filage, la confection, tout est fait en France. Et ça, c'est une collaboratrice de Camif qui fait ça et qui dit ça y est, j'ai trouvé la filière, j'ai identifié un fileur, un tisseur. C'est génial parce que en fait, c'est eux qui ont fait. Et ça donne des bons résultats. Et c'est hyper intéressant parce que ça donne du sens à ce que tu fais. Tu as une fierté incroyable quand tu arrives à des projets, même si ça prend plus de temps que d'aller chercher un produit qui est sur étagère et qui vient de l'autre bout de la planète. Et même si ça coûte plus, donc c'est plus cher, mais en fait, mais qui est au bon prix en fait? C'est le Made in France qui est au bon prix. Le Made in ailleurs, il n'est pas au bon prix parce qu'il ne valorise ni le coût social ni le coût environnemental. Donc, mais ça, il faut qu'on arrive à l'expliquer aux clients. Et donc, c'est par la qualité, par la transparence, par raconter l'histoire du produit et des chefs de produits et des chefs de projet qui font tous ces projets et qui ont un incroyable talent, en fait, qu'on y arrive, quoi. Voilà, donc c'est... Là, du coup, on descend dans le dessin et on voit que tu pars dans deux parties. Ouais. Donc on voit une partie plutôt sur la côté communautaire. Oui, et parce le côté business. Oui, alors il y a le business, c'est fondamental parce que c'est là où tu prends ta source d'énergie, tu comprends les choses, tu comprends les difficultés, tu touches du doigt aussi parfois les difficultés qu'on a. Nous, quand j'ai fait le renoncement au Black Friday, qu'on a décidé de boycotter le Black Friday en 2017, on a fermé le site. Pour marquer notre attachement à la consommation responsable, parce que c'était notre premier objectif de mission. Ça n'a pas été facile. Mais je crois que... Dans quel sens, c'est pas facile? Va convaincre des actionnaires qu'il faut fermer ton site pour le meilleur jour de l'année en matière de e-commerce. Donc, moi, j'ai passé mon pire comité stratégique ce jour-là parce que je leur ai dit, voilà, moi, je pense que notre mission, c'est de développer un modèle de consommation responsable. C'est juste orthogonal par rapport au Black Friday. Donc, il ne faut pas le faire, le Black Friday. Il ne faut pas juste ne pas faire de promotion parce qu'ils ont essayé de me dire, ne fais pas de promotion, ça sera très bien. Non. On ne changera pas le monde avec de l'eau tiède, mais avec de l'audace. Et alors là, je les ai convaincus parce que je leur ai dit, aucun média ne parlera d'un site qui ne fait pas de promotion. Par contre, un site qui ferme
peut-être qu'on a une chance que là, oui, on en parle. Et donc, ça a été incroyable parce que j'ai fait mon baptême du Jean-Jacques Bourdin. On n'a jamais autant parlé de Camif que quand on a fermé. Et ça a été super parce que finalement, au bout de 5 ans, je m'aperçois que ce renoncement a vraiment eu un effet super positif. 1500 sites l'année dernière ont boycotté le Black Friday. On était seuls en 2017. Donc, le débat de la consommation responsable est bien sur la table aujourd'hui. Et on a recruté beaucoup de nouveaux clients plus jeunes qui cherchent des marques engagées, mais qui sont aussi capables d'apporter la preuve de leurs engagements. Et à côté de ça, je me dis, ce modèle, il est tellement riche, c'est un levier d'engagement, c'est un levier d'innovation, c'est un levier de performance, il faut qu'on le partage, il faut qu'on le fasse connaître. Et donc, j'ai cofondé en 2018 la communauté des entreprises à mission pour offrir ce cadre de partage, pour enrichir le modèle et pour faire connaître le modèle. J'ai présidé l'association jusqu'à l'année dernière. Et puis maintenant, je suis en charge du développement européen, parce que je pense qu'il faut passer à l'échelle. Et en fait, il faut changer le monde, hein, tout simplement. Tout simplement. Et c'est ton engagement. Oui, c'est mon chemin en tout cas. Ouais. Je ne sais pas si on y arrivera, parce qu'il y a beaucoup de forces contraires, on le voit même aujourd'hui. Mais je crois à l'entreprise comme la plus puissante des forces de transformation de la société. Et je pense que l'entreprise qui se dote d'une mission, donc qui a du sens, c'est l'entreprise qui sera plus robuste et qui sera plus profitable pour tout le monde. Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Et je pense qu'il y a aussi en Europe un cadre à construire par rapport au capitalisme chinois ou américain qui est très différent parce qu'il est basé sur nos valeurs et qu'on a un enjeu de souveraineté à affirmer cette vision qu'on peut réconcilier l'économie et l'écologie. Merci infiniment, Emery, d'être venu dans le roller coaster. J'espère que tu n'as pas trop eu de turbulences. Non, je t'invite à signer ton ticket de passage. Et je vous remercie à tous d'avoir suivi cet épisode. Je vous invite à le partager, le commenter et on se retrouve très vite dans le prochain. À bientôt.